trop. Ouais. Alors c'est marrant parce qu'il y a des endroits où les teams qui sont réglés systématiquement, oui, ça règle avec. Voilà. Donc là, vous m'entendez tous, c'est ça? Ouais, c'est bon à distance, vous m'entendez du coup? Oui, c'est bon. Oui, parce que je parlais un peu dans le vide pour vous, en tout cas. Ouais. Voilà. Alors, oui, je vous disais, on reprend un petit peu ce qu'on a vu sur les ondes électromagnétiques. Donc, j'essaie de terminer le cours et puis après, je fais un exo. Alors, on avait vu que tout l'électromagnétisme est régi par 4 équations qui s'appellent les équations de Maxwell. Donc, ces équations-là, elles sont, pour l'électromagnétisme, elles ont l'importance à peu près des 3 principes de Newton quand on fait de la mécanique. Vous avez vu qu'avec les 3 principes de Newton, tout ce que vous faites en méca, hein, ça va donc de ce que vous faites en mécanique d'un point de vue du physicien, puis ce que vous faites quand vous faites de la SI en méca, c'est-à-dire des torseurs, etc. Tout ça, ça dérive des 3 principes de Newton. Et après, toute l'électrostatique, la magnétostatique, donc ensuite la propagation des ondes, les courants, le travail avec les courants électriques, les tensions. Vous voyez qu'il y a un travail un petit peu au niveau macroscopique de ce qu'on peut faire avec les équations de Maxwell. Tout ça, ça provient des équations de Maxwell. Donc tout ce qui est finalement pas mécanique, on le retrouve presque dans les équations de Maxwell. Après, vous avez bien sûr des choses que vous n'étudiez pas, donc comme de la mécanique quantique, etc., qui se traitent à part. Mais si vous voulez, quasiment, si vous voulez, toute la physique, à laquelle ce qu'on pouvait faire en physique à la fin du 19e siècle, ça se traitait avec les équations de Maxwell et puis les 3 principes de Newton. Ensuite, il y a eu un apport avec la physique quantique supplémentaire. Après, il y a eu d'autres théories de la gravitation, hein, notamment la relativité générale d'Einstein, etc. Il y a eu d'autres choses. Alors, si vous voulez, au XXe siècle, en physique, le gros apport, ça a été par les physiciens qui travaillaient sur la physique quantique. C'est ça qui a un peu bouleversé la physique du XXe siècle et ensuite les technologies, hein, parce qu'après l'électronique, malgré tout, c'est de la physique, en physique des semi-conducteurs, il y a beaucoup de physique quantique. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que ces équations-là sont vraiment extrêmement importantes dans le domaine de la physique et des sciences de l'ingénieur en général, puisqu'elles régissent aussi la propagation des ondes, donc d'une antenne vers une autre antenne. Donc voilà, nous on avait, alors ce qu'on avait montré, alors on s'était passé dans le vide. Donc dans le vide, vous avez une densité de charge qui est égale à 0, un courant, une densité de courant égale à 0 aussi. Donc ça vous simplifie les 2 premières équations de Maxwell. Donc div de B égale à 0, ça reste toujours div de B égale à 0. Par contre, le div 2 égale ρ sur epsilon 0, ça devient div 2 égale 0. Au niveau des équations de Maxwell, donc vous avez le rotationnel de 2 égale moins dB sur dt. Et puis après, vous avez rotationnel de B, du coup, égale mu0j plus epsilon 0 mu0 dE sur dt. Et là, ça enlève le mu0j dans l'équation de Maxwell-Ampère. Hein. Voilà, donc il vous reste simplement rotationnel de B égale epsilon 0 mu0 dE sur dt. Voilà. Et avec ça, donc en combinant les 2 équations, en prenant le rotationnel du rotationnel, comme la divergence est égale à 0, on avait trouvé que les 2 champs, le champ électrique et le champ magnétique, vérifiaient l'équation de D'Alembert. Donc on peut considérer, lorsque le champ est variable, hein, il faut être en régime variable, c'est-à-dire avoir un champ B et un champ E qui dépendent du temps. Donc, généralement, c'est des particules accélérées qui vont créer des particules chargées accélérées qui créent des champs E et B variables dans le temps. Et lorsque donc ces champs E et B sont variables, ils sont liés l'un à l'autre. On le voit dans les équations de Maxwell. Vous voyez, ces 2 équations de Maxwell montrent que si le champ dépend de T, vous voyez, il y a aussi E, c'est-à-dire que le dB sur dt est non nul, et donc il y a un rotationnel de la même manière que si le champ E dépend de T, il existe un rotationnel de B. Donc vous avez à la fois le champ électrique et le champ magnétique lorsque le champ est variable. Par contre, quand vous êtes dans le domaine de la magnétostatique ou de l'électrostatique,
C'est-à-dire quand vous avez les champs qui ne dépendent pas de T, vous pouvez avoir soit un champ électrique seul, soit un champ magnétique seul, mais il n'y a pas de propagation d'onde. C'est le cas par exemple quand vous avez une charge, vous avez vu une petite charge, vous étudiez le champ électrique que crée la charge statique, ça fait varier les propriétés de l'espace autour, mais il n'y a pas de propagation d'onde. Et dans ce cas-là, vous pouvez avoir un champ électrique seul. De la même manière, si vous avez un courant continu qui traverse un fil, il va émaner un champ magnétique. Il peut y avoir le champ magnétique seul. On est dans le domaine de la magnétostatique. Voilà. Alors, voilà. Donc là, si on est en champ variable avec le temps, on a un champ électromagnétique. On a les deux, le champ électrique et le champ magnétique qui se propagent. Voilà. La célérité C, bien sûr, puisque 1 sur C carré vaut epsilon 0 mu 0, donc C est égal dans le vide à 1 sur racine de epsilon mu 0, et on trouve que C vaut à peu près 3,18. Voilà. Alors, on va se placer dans le cas particulier, ce qu'on va faire maintenant. On se place dans le cas particulier de l'onde plane. Alors, il y a plusieurs modèles qui pourraient être utilisés lorsque on travaille avec des ondes électromagnétiques. Un modèle qui permet d'expliquer pas mal de phénomènes, c'est le modèle de l'onde plane simple. Une onde plane, en fait, c'est une onde qui se propage dans une direction qui est privilégiée, par opposition au modèle de l'onde sphérique, où là, l'onde se propage de manière isotrope dans toutes les directions qui passent, dans toutes les directions, oui, qui passent par la source, en fait, donc avec un champ E qui est radial pour l'onde de géométrie sphérique. Donc là, on est sur l'onde plane. Alors, comme l'onde plane a une direction privilégiée, autant confondre la direction de propagation avec une des coordonnées du repère cartésien. Vous voyez, on la confond soit avec X, soit avec Y, soit avec Z. Et ce qui est intéressant aussi pour l'onde plane, pour faciliter un petit peu l'apprentissage, c'est que c'est une onde qui va se traiter facilement en coordonnées cartésiennes. En coordonnées cartésiennes, c'est beaucoup plus simple de manipuler des rotationnels et des divergences que si on est en coordonnées sphériques. Par exemple, si on avait affaire à une onde de géométrie sphérique. D'accord? Donc là, pour faciliter les choses, on va supposer, en tout cas on confond la direction de propagation avec l'axe X. Donc le E va dépendre, alors comme c'est une onde progressive, on sait qu'elle dépend de T moins taux, et que le taux vaut X sur C. C, c'est la célérité, et X, c'est le déplacement. Donc E, c'est un vecteur, est une fonction de t et de x, et b est également une fonction de t moins x sur c. Alors vous voyez qu'ici, on va raisonner sur un vecteur, alors que jusqu'à présent, on raisonnait plutôt sur un scalaire. L'onde, on était sur un modèle d'onde scalaire. On se souvient, on n'avait souvent qu'une seule dimension. On se souvient, par exemple, de l'onde qui se propageait sur le ressort, qui était une onde longitudinale, dans le même sens que le sens de propagation. La corde, qu'est-ce qu'elle avait comme particularité, l'onde qui se propage sur la corde? Elle est comment est la perturbation par la direction de propagation? Quand vous avez une corde, elles sont transverses, donc perpendiculaires l'une à l'autre. C'est-à-dire que vous avez la déformation qui se fait suivant Y et la propagation qui se fait suivant X. Et pour le champ électromagnétique, parmi vous, il y en a qui savent comment se positionne le champ E et le champ B par rapport à la direction de propagation? Non, perpendiculairement, effectivement, vous avez ça qui est assez curieux. Vous avez donc une direction de propagation privilégiée et vous avez le champ E et le champ B qui sont perpendiculaires à la direction de propagation. On dit que l'onde électromagnétique, c'est une onde transverse. Vous avez le champ E et le champ B qui oscillent perpendiculairement à la direction de propagation. Ça paraît un petit peu curieux, mais vous allez voir, on va le démontrer grâce aux équations de Maxwell. Voilà, donc on part d'une direction privilégiée qui est la direction X, et puis on va voir ce qui se passe. Alors, il y a 4 équations exploitées. Les deux premières avec la divergence, div de E égale 0, ou div de B qui est égal à 0. Vous savez que la divergence en coordonnées scalaires de E, c'est d de x sur dx plus d de y sur dz, plus d de z sur dz. Alors, pourquoi le d de y sur d de y et le d de z sur dz valent 0? Parce que on a juste une dépendance de E et B par rapport à x. Ça dépend juste de x et de t, puisque la direction de propagation, c'est la direction x. Donc ça vaut 0.
Voilà, donc on se retrouve avec ça. Voilà, donc ça vaut 0, et on se retrouve avec un d de EX sur DX qui est égal à 0. Ça veut dire que, on peut dire que EX est constant par rapport à X. D'accord? On va faire pareil. Donc EX est uniforme, si vous voulez, par rapport, oui, puisqu'on est par rapport à la variable d'espace. Ça ne dépend pas des coordonnées. EX ne va pas dépendre des coordonnées d'espace. Alors, est-ce qu'il va dépendre du temps, ce qu'on va voir après. Voilà. Comme on a dit f de b qui est égal à 0, on va retrouver la même chose pour b. C'est-à-dire qu'on va avoir, bon, ben là, on écrit la divergence, on va se retrouver avec le dby sur y plus dbz sur z qui valent 0, et on va se retrouver simplement avec dbx sur dx, la dérivée de bx par rapport à x, qui vaut 0. Et donc, à nouveau, le champ b constant par rapport à x, il est uniforme, il ne dépend pas des coordonnées d'espace. Voilà, maintenant, il faut exploiter les deux autres équations de Maxwell. Donc, dans le vide, rotationnel de E égale moins dB sur dt, rotationnel de B égale epsilon 0 mu 0, dE sur dt. Alors, le rotationnel, vous savez le calcul, le rotationnel, probablement vous avez fait la méca flux. Donc, comment vous faites pour calculer le rotationnel de E en coordonnées cartésiennes? Voilà, un nabla vectoriel E. Donc, ben, ça vous fait d sur dx, d sur dy et d sur dz. Non, même pas, je vais juste prendre un peu plus d'espace. On va en avoir besoin, donc je vais vous l'écrire. Si vous n'avez pas le connaître par cœur, on va le mettre ici. Regardez, on va faire nabla vectoriel E. Voilà, et donc ça vous donne. Voilà, alors je vais vous le très commode. Alors, vous voyez, si je fais mon produit scalaire, finalement, je me retrouve avec. Alors, je vais essayer de vous le mettre ici. Hop, de vous le remettre là. Alors, rotationnel de E. Donc, la coordonnée, vous voyez, suivant X, vous allez avoir du D2Z sur DY. Plus moins d de EY sur dz, suivant y, donc dez sur dx. Non, dez sur dx, pas moins, hein. Moins dex sur dz. Comment? Dx sur dz. Ah, excusez-moi, oui, le x il est là. Dx sur dz, excusez-moi, oui. Dx sur dz, bon. Hop, x sur dz et ez et x, oui, hop. Et ensuite, pour la dernière, vous avez dez sur dy, moins dy sur dz. Alors, vous voyez, il y a un tas de trucs qu'on peut éliminer ici. Alors, qu'est-ce que... ouais, ici, donc DEX, oui, DEX, ouais. Ouais, DEY sur DX. Voilà, voilà, j'ai pas trop de place, en fait, je suis un peu embêté. D sur D. DY. Voilà. Alors, voilà, là, on peut faire un peu de. Alors, que vaut DEZ sur DY et DY sur DZ? 0, parce que ça ne dépend pas de. Vous voyez, ça dépend que de X, ça dépend pas de. Donc, ça, vous pouvez l'enlever. Alors, du 0 ici. Ensuite, ici, il va vous rester le DZ par rapport à X. Donc, ça, je peux l'enlever aussi. Et puis.
il va vous rester donc le dy par rapport à x, puisque dx par rapport, voilà, il doit vous rester ça. Voilà, donc moins d2z sur dx. Et ici, dy sur dx, dey sur dx. Voilà. Voilà, donc, alors, le rotationnel, vous voyez, donc, première équation de Maxwell égale à moins dB sur dt. Donc, 0 égale à moins dBx sur dt, voilà ce que j'ai écrit ici. Ensuite, ici, le moins dby sur dt. Et ensuite, ici, le moins d de bz sur dt. Voilà, alors vous voyez que celle-ci, on peut l'exploiter ici. Ça vous donne, vous voyez, un bx qui serait aussi une constante par rapport au temps. Vous voyez, le bx est constant par rapport au temps. Et le bx est également constant par rapport aux variables de position, par rapport à x. Vous voyez, il ne dépend ni du temps ni de y. Ni du temps, ni de la position x, y, z. Et donc, le bx, en fait, comme vous avez une onde qui se propage et qu'il n'y a pas de variation dans le temps, s'il n'y a pas de variation dans le temps, il ne peut pas y avoir de phénomène de propagation. Donc, ça voudrait dire, en fait, que si le bx était constant par rapport à t et à x, cette coordonnée suivant x, qui fait partie du vecteur, elle ne se propagerait pas. Vous aurez quelque chose de constant, ce qui n'est pas possible pour une onde progressive. Elle dépend forcément de t et de x. Donc en fait, le bx est tout simplement égal à 0. Il ne peut pas être égal à autre chose qu'à 0, la coordonnée suivant x. Donc qu'est-ce que ça implique que le bx soit égal à 0? La direction de propagation vaut x, et par contre la coordonnée suivant x est égale à 0. Donc le bx, il est dans quel plan? Le b est dans quel plan? Voilà, dans le plan y au z, donc on voit bien que b est orthogonal à la direction de propagation. Et on va montrer la même chose. Tout à l'heure, on montrera la même chose avec EX. On peut se dire qu'avec l'autre équation de Maxwell rotationnelle de B égale epsilon 0 mu 0 dE sur dt, on va montrer que le EX est égal à 0. C'est-à-dire, comme ça, on montre que B est perpendiculaire à la direction de propagation, petit u, qui vaut x ici, et E est également perpendiculaire à la direction de propagation. Donc ça, c'est une chose importante pour la suite. Ouais, donc en se servant de cette voilà du rotationnel de E et de B, on arrive à montrer que Bx vaut 0 et ensuite que Ex vaut 0 également. Voilà, donc tout ce que j'ai fait, vous l'avez ici. Voilà, donc c'est ces deux équations-là, ici. Donc là, ça, c'est le rotationnel de B. Ah, vous voyez, donc le rotationnel de B, donc c'est les mêmes composantes, 0, moins dB sur dz, moins dBz sur dx, dBy sur dx, donc égal à epsilon 0 mu 0, donc d de x sur dt, etc. Voilà, et vous arrivez ici aussi à donc d de x sur dt, qui est égal à 0. D'accord? Donc vous voyez, vous avez, donc au final, on a Ex égale Bx égale 0. Donc il n'y a pas de coordonnées suivant x, c'est-à-dire que vous allez avoir le champ E, 0, EY et EZ, et pour le champ B, c'est pareil. Vous avez 0, BY et BZ. Alors, il y a d'autres relations avec ces deux équations de Maxwell avec le rotationnel à exploiter. Vous avez notamment la deuxième coordonnée. Vous voyez, donc soit, alors vous voyez, si on revient en arrière, on peut exploiter voilà, le fait que le d de z sur dx,
est égal à moins d de by sur dt. Donc d de z sur dx égale à d de by sur dt. Voilà. Alors, comme le EZ est forcément, EZ est forcément une fonction de t et de x sur c, puisque la propagation se fait dans le sens des x positifs. D'accord? Donc, si je dérive EZ par rapport à x, donc je dérive une fonction composée, hein, donc moins EC, dérivé de z par rapport à t. Hein, le d de EZ sur dx, moins 1 sur c, dérivé de EZ par rapport à t. Donc, en exploitant, vous voyez, cette relation-là, j'ai le moins 1 sur c d de z sur dt, qui vaut d de by sur dt. Et de la même manière, en exploitant celle-ci, cette relation-là, ici, voilà, je vais faire pareil ici. Donc, le moins d de bz sur dx va être égal à moins sur c, donc 1 sur c. d de bz sur dt égale à epsilon 0 mu 0 d de ey sur dt. Voilà, donc le epsilon 0 mu 0 vaut 1 sur c carré. Ouais, vous voyez que je vais trouver avec cette équation-là, cette ligne-là, je trouve que le d de bz sur dt est égal à 1 sur c d de ey sur dt. Et avec l'autre équation de Maxwell, celle qu'il y avait sur le slide d'avant, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé que le d de z, j'ai trouvé que moins 1 sur c d de z sur dt égale d de by sur dt. D'accord? Alors, si j'intègre ça, vous voyez, je vais trouver moins 1 sur c ez égale à by. Si j'intègre par rapport au temps, plus une constante, mais la constante vaut 0 parce qu'il n'y a pas de terme constant quand vous avez une onde qui se propage. Vous n'avez pas de champ, vous n'avez pas de composante statique. D'accord? Donc, ça vous fait moins 1 sur CEZ égale by. Et si je prends celle-ci, vous voyez, ça me fait BZ égale à 1 sur C EY. Voilà, donc j'ai deux relations supplémentaires. Moins 1 sur CEZ égale BY et BZ égale 1 sur C multiplié par EY. Donc, ces deux relations, je les ai ici traduites, voilà, hein, donc le EZ égale, je les ai mises ici, moins CBY et EY égale CBZ. Alors, vous voyez, E a pour coordonnées, pas de coordonnées suivant X, puis EY et EZ. B a pour coordonnées 0, BY et BZ. Si je fais le produit scalaire, E scalaire B, vous voyez, je trouve EY, BY plus EZ, BZ. Alors, que vaut EY? Regardez, je peux le remplacer par CBZ. Donc, ça me fait du CBZ BY. Et ensuite, vous avez donc du EZ fois BZ, et le Z, je peux le remplacer par moins C BY. Donc moins CBY multiplié par BZ. Et vous voyez que le produit scalaire vaut 0. D'accord? Donc vous voyez ce qu'on a démontré au niveau de la structure de l'onde plane. On a démontré que les vecteurs E et B étaient perpendiculaires l'un à l'autre. D'accord? Et on a montré également que ces deux vecteurs, comme ils n'ont pas de composante suivant X, ils sont perpendiculaires à la direction de propagation. D'accord? Donc déjà pas mal d'informations sur la structure de l'onde. Alors, au niveau de la norme maintenant, vous voyez, on a une relation entre les normes. Norme de E égale racine
de y carré plus ez carré. Je peux remplacer, vous voyez, avec ces deux relations-là, je peux remplacer ez par c carré by carré, et puis y par au carré c carré bz carré. Donc ça, vous voyez que ça me donne c racine de by au carré plus bz carré. Voilà, norme de B. Racine de by carré plus bz carré. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire ce qu'il y a écrit ici, c'est-à-dire que la norme de E est égale à la célérité C de l'onde électromagnétique multipliée par la norme de B pour l'onde plane. D'accord? Donc là, on a une relation entre les normes. On avait une relation donc, sur la direction par rapport à la direction de propagation. Vous voyez comment ils se positionnent l'un par rapport à l'autre, ils sont orthogonaux. Voilà. Alors, ce qu'on ne connaît pas encore, c'est l'ordre dans lequel ils arrivent. Est-ce que j'ai d'abord, voilà, si je positionne comme un trièdre, est-ce que sur la main droite, est-ce que je vais avoir d'abord U, E, B, ou est-ce que je vais avoir U, B et E? Ça, pour l'instant, je ne sais pas. C'est la seule information qui me manque, en fait. Alors, pour ça, je vais former le produit scalaire. Ce que je fais là, je forme E scalaire B. Alors, E vectoriel B. Donc, le produit vectoriel, voilà, vous savez mieux calculer que moi. Voilà, ça fait des petits déterminants. Donc, ici, donc, pour suivant X, EY BZ moins EZ BY. Et ensuite, 0, 0. Hein, vous voyez, si vous enlevez cette ligne-là, ça vous fait 0. Et si vous enlevez la ligne du bas, ça vous fait 0 aussi. D'accord? Donc, vous avez, vous voyez, votre produit vectoriel qui vaut EY BZ moins EZ BY. Et puis, on sait que EY vaut... alors, j'ai plutôt fait BZ, je l'ai remplacé par EY sur C. Donc, ça me fait ici EY au carré divisé par C. Et ensuite, le BY, je l'ai remplacé par EZ sur moins C. Moins C, moins EZ sur C. Donc, ça fait plus EZ au carré divisé par C. Donc, le produit vectoriel, qu'est-ce qu'il vaut finalement? E carré C suivant X. Hein, donc, ça vous fait le vecteur, vous voyez, E carré C multiplié par le vecteur, le vecteur qui vous donne la direction de propagation, le vecteur petit u. Et ici, petit u vaut petit EX. Hein, d'accord? Voilà, donc c'est-à-dire que le produit vectoriel de E par B vous donne un vecteur qui est dans le sens de la propagation. C'est-à-dire que vous avez, si vous faites avec la main droite, vous avez E, B et U qui forment un trièdre direct. D'accord, hein? Donc on a comme ça l'ordre dans lequel ils apparaissent en fait. Hein. E, B et U forment un trièdre direct. Donc vous avez toutes les informations en fait. Vous connaissez finalement, vous avez une relation entre les normes des deux champs. Vous savez que les deux champs sont perpendiculaires l'un à l'autre, ils sont perpendiculaires à la direction de propagation. Et ensuite, au niveau de l'ordre, vous avez E, B et U qui forment un trièdre direct. D'accord? Voilà, donc là, on a à peu près ce qu'on appelle, voilà, ici vous l'avez, on appelle ça ce qu'on obtient ici, on appelle ça la relation de structure de l'onde plane électromagnétique. Alors, on peut y arriver plus vite quand on fait vraiment des ondes planes. En fait, ce qu'on vous montre en cours très rapidement, c'est que la divergence de si E et B, on considère que l'onde électromagnétique c'est une onde plane, on montre que la divergence, elle vaut moins U sur C. U, c'est la direction de propagation scalaire, la dérivée du vecteur par rapport au temps. Et le rotationnel, on montre que uniquement pour l'onde plane électromagnétique. Le rotationnel vaut moins U sur C, donc U direction de propagation, C célérité, vectorielle, dE sur dt. D'accord? Donc ça se montre assez simplement.
Et ça, voilà, ça rend des services très rapides ensuite de retrouver toutes les relations qu'on a vues précédemment. D'accord? Donc, regardez comment, une fois qu'on a vu ça, la divergence, vous voyez, alors, la divergence de s'écrit moins, puisque la divergence pour l'onde plane électromagnétique, moins U sur C scalaire, la dérivée du vecteur par rapport au temps, donc moins U sur C scalaire dE sur dt. Ça correspond à une divergence de E égale à 0. La divergence de B égale à 0. Alors, il y a une petite erreur, hein, donc j'ai vu ça. Alors, on va effacer. Hop. C'est ce que je voulais faire. Hop. Voilà. Donc là, j'ai ça ici. Voilà. Et il n'y a pas... Voilà, ici, il y a un petit point au milieu. Hein. C'est la divergence. Donc ici, vous avez un petit point. La scalaire, c'est moins U sur C. Scalaire, dB sur dt. Non, c'est la divergence. Attention, la divergence, c'est pour l'onde plane, c'est moins U sur C, scalaire, la dérivée du vecteur par rapport au temps. Hein. Donc il y a une petite erreur. Ouais, voilà. Alors, le rotationnel ensuite, c'est oui. Et pour le rotationnel, c'est moins U sur C, vectoriel dE sur dt ou vectoriel dB sur dt. Voilà, c'est que pour l'onde plane électromagnétique. Hein. Mais c'est pratique. Hein, voilà, la divergence, du coup, elle est définie par un produit scalaire et puis le rotationnel par un produit vectoriel. Après, le reste, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Et vous voyez que du coup, là, avec ça, c'est très simple. Hein. Vous avez les équations de Maxwell. Et vous les écrivez pour l'onde plane électromagnétique, donc en remplaçant la divergence par moins U sur C scalaire, et puis le rotationnel par moins U sur C vectoriel, la dérivée du vecteur par rapport au temps. Et du coup, vous voyez, ça vous donne ici, c'est immédiat. Ici, forcément, vous avez ça si U scalaire E est égal à 0. Voilà, et ça, vous avez ça si U scalaire B égale à 0. Donc ça vous indique que le champ E et le champ B sont perpendiculaires à la direction de propagation. Voilà, et l'autre relation, si je l'intègre, vous voyez, ça vous donne un moins B. Alors la première, celle-ci, moins B, donc plus B, si vous voulez, on enlève le moins, égale U sur C, vectoriel E. Voilà, ou c'est la même relation, hein, celle-ci, c'est pareil. Ça vous fait du 1 sur C multiplié par E égale à moins U vectoriel B. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez écrire aussi que E vaut C B vectoriel U. D'accord ? Voilà, c'est les deux mêmes, hein, c'est les deux notions, hein, vous voyez, pour avoir, voilà, pour retrouver cette relation-là, il suffit que vous fassiez un produit vectoriel de B par le vecteur U, ensuite avec des relations sur le produit vectoriel, vous allez retrouver, c'est exactement la même relation. Ça, on appelle ça la relation de structure, l'une ou l'autre, c'est la relation de structure de l'onde plane. Il faut en retenir une voilà, parmi les deux. Oui. Pourquoi je vois pas pourquoi plus de E, c'est moins 1 sur C de D rond. E. Alors, ça c'est que pour l'onde plane électromagnétique. On le montre ça. Hein, je le montre pas ici, mais ça se montre. Hein, je voulais. Il y a une ligne avec
que la divergence avec la commune est égale. Voilà, hein, c'est-à-dire qu'on peut montrer que la divergence vaut ça, et puis après, donc, on peut montrer que finalement, voilà, ça vous donne le produit scalaire de U par dE sur dt. Le produit scalaire voilà, est nul. Donc, ça peut se montrer pareil pour le rotationnel, on le montre également. Hein, voilà, Pas enfin, je veux dire, il n'y a pas une partie du coup, avec les résultats qu'on a vu. Non, ça se remonte. Je le fais pas ici. Mais ça c'est vrai uniquement pour une onde plane électromagnétique. Ça marche pas pour d'autres types de vecteurs. Hein. On peut jamais dire que la divergence ou le rotationnel, ça vaut un vecteur unitaire, voilà, divisé par quelque chose, voilà, scalaire le vecteur ou vectoriel le vecteur. Hein. C'est uniquement vrai pour l'onde plane électromagnétique. Mais c'est pratique quand on fait des ondes planes électromagnétiques. Vous voyez, si on ne se souvient pas d'un truc, plutôt que de revenir à la divergence et de faire tout ce que j'ai fait, c'est une autre méthode. Vous voyez, quand on sait que div2 égale moins u sur c dE sur dt, scalaire dE sur dt, puis pareil pour le rotationnel, c'est une autre méthode pour retrouver très rapidement la relation de structure de l'onde plane. En fait. Voilà. La relation de structure, c'est celle qu'on a vue aussi juste avant. Oui, tout ça, on l'a montré avant, puisqu'on a montré que B, vous voyez, si vous prenez la norme de B, comme U et C sont orthogonaux l'un à l'autre, U c'est le vecteur unitaire, on retrouve que la norme de B vaut la norme de E divisée par C. On retrouve ensuite que U, E et B forment un trait direct, où B, U et E, du coup, si vous faites des rotations à gauche ou à droite, ça forme aussi un trait direct. Voilà. On retrouve également que B perpendiculaire à U et à E. E perpendiculaire aussi à B et à U. La seule chose qui n'est pas comprise ici, c'est que vous n'avez pas, voilà, on ne vous dit pas que U est perpendiculaire à E. Ça, c'est pas compris à l'intérieur. Ouais. A priori, on n'a pas U perpendiculaire à E ou U perpendiculaire à B. Ça, je ne l'ai pas dans ces deux équations. Voilà. Puisque celles-ci, elles s'obtiennent avec le rotationnel, d'accord? Et celles-ci s'obtiennent avec ces deux-là avec la divergence. Donc le fait que U et E sont perpendiculaires, la direction de propagation, vous l'avez avec la divergence. D'accord? Donc ça, j'ai déduit de la divergence. Tout à l'heure, on avait aussi déduit ça de la divergence. D'accord? Et la relation de structure, ce qu'on appelle la relation de structure de l'onde plane, c'est déduit du rotationnel. Soit le rotationnel de B, soit le rotationnel de E. D'accord? Voilà, alors, le plus souvent, on travaille avec l'onde plane progressive monochromatique, hein, l'onde électromagnétique plane progressive et monochromatique. Monochromatique ou sinusoïdale, c'est synonyme, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule fréquence et donc qu'une seule longueur d'onde. Et dans ce cas-là, vous voyez, on a un E ou un B qui est la forme 0, cos oméga t moins KR plus une phase éventuelle. Et puis la phase peut être différente sur les coordonnées, les deux coordonnées de. Voilà. Alors, sauf qu'ici, vous voyez, on peut définir le vecteur K, puisqu'on est sur une onde progressive sinusoïdale. K vaut 2 pi sur lambda, ou oméga sur C, et K vous donne la direction de propagation. Donc, K vaut oméga sur C multiplié par E. Voilà. Et du coup, votre relation, B égale vecteur, alors ça, c'est un petit U avec une barre dessus. Donc, U vectoriel E divisé par C, ça devient, pour l'onde plane sinusoïdale, ça devient B égale K sur oméga vectoriel E. Alors ensuite, quand vous avez voilà, une onde quelconque, elle est constituée de plusieurs longueurs d'onde.
Donc c'est la somme de plusieurs ondes planes monochromatiques, sinusoïdes. Alors pour terminer, il y a un petit paragraphe sur l'aspect énergétique de l'onde électromagnétique. Bien sûr, une onde électromagnétique qui se propage, comme une onde en général, elle propage pas de matière, mais de l'énergie. Donc il y a de l'énergie électromagnétique. Donc dès que vous avez des ondes, des transmissions radio, des ondes Wi-Fi, la lumière, etc., il y a de l'énergie. Alors, on montre très rapidement, vous en entendrez peut-être parler, ce qui vous permet de calculer l'énergie que transporte l'onde, en tout cas la puissance que transporte l'onde. Lorsqu'on fait de l'électromagnétisme, c'est un vecteur qu'on appelle le vecteur de Poynting. Alors ce vecteur de Poynting dans le vide, alors on le note, vous voyez, il y a plusieurs façons de noter. On va le noter suivant les ouvrages. Vous allez le noter S, on le note dans certains ouvrages R, P, voire pi. Voilà, c'est le vecteur de Poynting. Donc, il vous donne la direction de propagation de l'énergie, dans quel sens se propage l'énergie. Et ça vous donne, en fait, si vous prenez son module, vous avez la puissance de l'onde par unité de surface. D'accord ? Donc, c'est plus, vous voyez, une intensité, quelque chose qui est proportionnel, finalement, le module de S, à l'intensité de l'onde. Si on fait une analyse dimensionnelle, vous voyez, on montre que la dimension de S, du vecteur de Poynting, c'est des joules par mètre carré et par seconde. Joules par seconde, c'est des watts. Et donc, c'est de la puissance par unité de surface. Donc ça, c'est la définition de ce vecteur de Poynting dans le vide. Alors, comme S, alors on applique ça à l'onde plane, comme S vaut E vectoriel B divisé par mu0. On a vu que B valait donc vecteur petit u vectoriel E divisé par C. Donc en remplaçant B par U vectoriel E divisé par C, on se retrouve avec donc du 1 sur mu0, E vectoriel. Donc là, il y aurait des parenthèses en fait. Vous avez ça. Voilà, et si on fait le U vectoriel, alors si on fait d'abord U vectoriel E, on refait E vectoriel, ce qu'on vient de trouver. Bien sûr, on a deux vecteurs qui sont orthogonaux l'un à l'autre. Donc la norme vaut E carré, et puis la direction de propagation, la direction vaut petit u. Donc, vous voyez, pour l'onde plane électromagnétique, ce vecteur de Poynting vaut voilà, 1 sur mu0c, E carré multiplié par U. Et ensuite, comme vous avez, vous pouvez aussi l'écrire, vous pouvez aussi multiplier par C, faire du, alors 1 sur, on peut faire comme ça. Donc C divisé par mu0c carré, E carré multiplié par U. Et donc, vous savez que C carré, c'est epsilon 0 mu 0. Donc, ça vous fait C epsilon 0 mu 0 divisé par mu 0. Voilà, E carré U. Là, vous pouvez simplifier par U et vous retrouvez bien que le S pour l'onde plane vaut epsilon 0 multiplié par C, célérité, E carré U. Donc, vous voyez que l'intensité de l'onde dépend de E carré de la norme du vecteur E au carré. Alors, là aussi, il y a une petite erreur. Alors, pour avoir la puissance, alors c'est la puissance par unité de surface. Donc c'est la puissance qui rayonnerait au cours de la propagation dans une surface perpendiculaire au vecteur de Poynting de 1 mètre carré. Si vous voulez avoir la puissance qui s'écoule à travers une surface quelconque, il faut intégrer. Alors, voilà, là, il y a une petite erreur.
pas une intégrale. Voilà, alors, on intègre sur la surface, donc pas forcément sur une surface fermée, c'est à travers une surface. Donc c'est l'intégrale double. On intègre sur une surface. Alors quand on intègre une surface, c'est le vecteur scalaire de la surface orientée. Donc il y a un petit ds. Donc la puissance à travers une surface P, c'est pour l'intégrale double du vecteur de Poynting à travers cette surface. Alors on sait que l'intensité d'une onde, c'est l'énergie électromagnétique, c'est l'énergie c'est de l'énergie par unité de temps et par unité de surface. Alors, donc le I, en fait, pour une onde électromagnétique, ça va être simplement la moyenne de la norme du vecteur de Poynting. Vous voyez, on va moyenner le S. Voilà, en prenant la valeur moyenne de S, de la norme de S, vous avez l'intensité de l'onde électromagnétique. Alors, dans le cas où E est sinusoïdal, alors là aussi c'est voilà, c'est le cas où E est sinusoïdal. Si E est sinusoïdal, vous avez E qui va s'écrire E0 cos oméga t moins K. Par exemple, si la direction de propagation vaut suivant X, vous voyez, si vous avez un petit U qui est suivant X, vous avez le E qui va s'écrire comme ça. Donc, lorsque petit u est égal à EX, vous voyez, vous avez une direction de propagation suivant X, vous avez E qui va s'écrire comme ça. Alors, donc le I, c'est la valeur moyenne de S. S, le vecteur de Poynting, vous voyez, vaut C epsilon 0 multiplié par E carré. C'est epsilon 0 multiplié par E carré. Alors, si je moyenne tout ça, vous voyez, je vais devoir moyenner. Pour moyenner, je vais devoir moyenner le E carré. La norme de ce que j'ai là. Vous voyez, la norme de ce que j'ai là, ça me donne ça. Vous voyez. Alors, donc, si j'élève au carré, je me retrouve avec ça. Alors, qu'est-ce qui se passe si je moyenne? Vous voyez, je vais moyenner le cosinus. Du coup, que vaut la moyenne du cosinus carré? Et la moyenne du cosinus carré, c'est quoi? Cosinus carré x, quand vous le moyennez. C'est simple, ça vous le faites tout le temps quand vous faites, par exemple, une valeur efficace. Vous moyennez en cos carré, ça vaut quoi la moyenne de cos carré? Ça vaut cos carré, c'est 1 moins. C'est quoi? C'est 1 moins sin 2x divisé par 2. Donc si vous moyennez, la moyenne du sin 2x vaut 0, et donc la moyenne du cos carré vaut 1,5. D'accord? Donc c'est epsilon 0. Voilà, ça vous fait donc l'amplitude de E. Alors il faudrait, alors c'est pas tout à fait ça, c'est vraiment l'amplitude de E, max on va mettre, divisé par 2. Ce serait l'amplitude ici, alors vous voyez, si je le mets comme ça, ce serait mon E0 au carré divisé par 2. C'est l'amplitude du champ E au carré, c'est-à-dire que vous débarrassez le cosinus, enfin vous enlevez le cosinus oméga t moins kx, puis vous avez l'amplitude au carré divisé par 2, vous avez donc la valeur moyenne de E, et donc vous avez l'intensité de l'onde électromagnétique.
Oui. Vous pouvez la refaire là, pour l'explication du cos carré. Ouais, alors. L'intégrale, elle va de où à où? Mais sur une période. Quand vous moyennez, regardez sur une période. Donc là, vous allez aller sur une période de l'onde électromagnétique. Vous allez l'intégrer sur une période de l'onde électromagnétique. Donc la période extrêmement petite, parce que ça a une fréquence, si vous avez des ondes lumineuses, des fréquences de l'ordre de 10 puissance 14. C'est pour ça qu'en fait, un appareil, c'est pour ça qu'on parle d'intensité, parce que un appareil, ce qu'il détecte, ça va être une énergie moyenne, en fait. Et donc, il détecte une intensité. Et il détecte jamais la valeur du champ, parce que la valeur du champ voilà, vibre à une vitesse, avec une fréquence qui est très élevée. Et sinon, vous voyez, regardez le cos, vous avez cos carré x, qui vaut 1, alors je crois que c'est 1 moins cos 2x divisé par 2. C'est ça la formule de Trigo? Je crois que c'est un Plus ou moins? Je crois que c'est un plus. Moi, j'ai les formules de Trigo quelque part, donc ouais, oui, je me c'est un plus. Oui, sin carré, oui, c'est moins. Donc vous devez avoir un plus, effectivement. Vous devez avoir un plus ici. Okay. La caméra. Comment? La caméra qui est devant, c'est utilisée? Non. Ah oui, si elle vous gêne, oui. Ouais, ça va le faire, ouais. Attention, est-ce qu'il y avoir un fil, peut-être? Ouais, je pense que vous avez Oui, ça coûte cher. Il y a les profs qui l'utilisent, c'est ça? Ça rend bien? Ça fait un beau. Non? Ouais. Il faut avoir une connexion de défense. Il faut? Avoir une connexion. Ouais. Et la connexion, moi je fais avec mon téléphone portable là, pour Teams, mais la connexion de l'Estacal, elle est bien du coup? Non, c'est pourri, ouais. Alors oui, et du coup, quand vous le moyennez, regardez, vous moyennez le cos carré. Pour moyenner le cos carré, vous allez l'intégrer vous l'intégrez de 0 à 2pi pour le moyenner, et puisque vous l'intégrez sur une période, et vous divisez par 2pi pour avoir la valeur moyenne. Donc le cos carré, valeur moyenne de ça, donc ça vous fait 1 demi plus cos 2x que vous moyennez. Et la valeur moyenne de cos 2x vaut 0. Parce que c'est périodique de période de pi. Donc si vous le moyennez sur une ou plusieurs périodes, vous trouvez 0. Ça revient souvent, c'est qu'on fait la physique. Hein, le sin carré moyen ou le cos carré moyen vaut 1 demi. L'intensité, oui, c'est ce que détecte un appareil de mesure d'une onde, il détecte l'intensité. Et donc en fait, il fait une moyenne du signal qu'il reçoit, une moyenne, voilà, le champ qu'il reçoit. Donc, alors, je vais faire le premier exercice du D5, ensuite le 2, je n'aurai pas le temps de le faire. Le 2, a priori, il est sur Open School. La correction, elle doit être sur Open School. Je vais vérifier quand même ce soir, parce que je l'avais mis donc pour le premier confinement avec vos camarades qui sont en 3e année. Donc il a dû rester, si on ne me l'a pas effacé, je vérifierai ce soir.
Oui. Pour l'intensité, non, au début du cours d'onde, on avait dit que c'était du P sur S. Là, c'est un peu ce qu'on a fait, ou pas, pour avoir Le P que vous avez, c'est le P moyen. Là, c'est une intégrale, ce qu'on a. Oui, donc vous devez, enfin, donc c'est défini par une intégrale, donc c'est en moyenne la puissance instantanée, si vous voulez. Donc c'est le P moyen divisé par la surface à travers laquelle s'écoule la puissance. Donc c'est, si vous voulez, c'est de la puissance par unité de surface. Et le vecteur de Poynting, c'est déjà de la puissance. Alors ce serait de la puissance instantanée par unité de surface. Donc pour avoir l'intensité en moyenne, en fait, en moyenne, le vecteur de Poynting. Donc vous retrouvez la puissance moyenne divisée par S, si vous voulez. D'accord? Ouais, le I. En fait, c'est l'intégrale qui fait moyenne. Oui, le fait comme moyenner, si vous voulez moyenner, si vous avez une puissance petit p de t, qui est sinusoïdale, par exemple, pour avoir le grand P, Comme en électricité. c'est pareil, hein, voilà, en moyenne, sur une période. On peut avoir quelque chose d'instantané. Vous voyez, quand vous définissez le vecteur de Poynting, il va dépendre du temps. Il est défini, vous voyez, vous l'avez ici. Voilà, il est défini comme ça. Vous voyez, le E, c'est la norme de E. Donc, si le E est sinusoïdal, vous voyez, vous avez un E qui va valoir E0, en condition qu'il soit sinusoïdal, hein, oméga t moins kx, hein, ça vous donne ça, plus si la direction de propagation, c'est la direction x, plus une phase éventuelle, donc vous avez le E qui vaut ça. Donc, le module de E vaut ça, donc vous voyez qu'il dépend de t. Et ensuite, ce que je vais faire pour avoir... Donc là, j'ai l'équivalent d'une puissance instantanée par unité de surface, d'accord, avec la direction de propagation. Donc si je prends la norme, ça me fait epsilon 0 c e carré. Et si je veux l'équivalent d'une puissance moyenne par unité de surface, donc une intensité, je moyenne le tout. Vous voyez, je fais ça. Et donc s'il est sinusoïdal, je vais avoir l'amplitude E0 au carré divisé par 2. D'accord ? Et le ds dans la formule, c'est pour la surface. Oui, c'est une surface élémentaire orientée. C'est-à-dire que si je veux la puissance comme le vecteur de Poynting, c'est une puissance par unité de surface. Donc si je veux la puissance qui s'écoule à travers, vous avez par exemple votre onde qui se propage dans une direction privilégiée. Vous voulez la puissance qui s'écoule à travers une surface, vous allez intégrer le vecteur de Poynting à travers cette surface. C'est un flux en fait. Hein, voilà, la puissance P, c'est le flux du vecteur de Poynting à travers la surface en question. La surface, c'est quel compte? C'est la surface que vous voulez. Si jamais vous avez une surface comme ça où il n'y a aucune ligne du vecteur de Poynting qui passe, il n'y a pas de surface qui va passer. Si elle est perpendiculaire, il suffira de faire S multiplié par la norme du vecteur de Poynting. D'accord ? Il se peut aussi que le vecteur S ne soit pas forcément uniforme à travers la surface. Donc là, il va falloir faire une intégration un peu compliquée.
Voilà, hein, donc vous avez alors voilà, vous avez une onde électromagnétique, voilà, l'éversisseur, qui est une onde polarisée. On va voir ce que ça veut dire polarisée. Alors, ce qu'il faut voir, c'est ce qui est bon. Là, c'est pareil, on n'a pas suffisamment de temps. On n'a qu'un cours et demi sur les ondes, c'est très peu. On a vu qu'on a une direction de propagation pour l'onde de plan électromagnétique. On a vu que E et B sont perpendiculaires entre eux et ils sont perpendiculaires à la direction de propagation. On sait que le E et le B, ils vont vibrer. Mais rien ne nous dit qu'ils restent toujours dans la même direction. Vous voyez, le champ E et le champ B, ils peuvent tourner autour, se propager, c'est-à-dire tourner autour de la direction de propagation, un peu comme une hélice. Vous voyez, si on essaie de le représenter, vous pouvez voir des représentations comme ça, vous allez sur Google, vous cherchez, vous tapez onde électromagnétique plane, et vous allez trouver comme ça des représentations un petit peu visuelles, hein, qui valent ce qu'elles valent, mais bon, ça permet voilà, peut-être de mieux, finalement, d'y voir un petit peu plus clair. Ouais, donc il se peut tout à fait que le champ E et le champ B tournent autour de la direction de propagation tout en restant perpendiculaires l'un à l'autre et tout en restant perpendiculaires à la direction de propagation. Ils ne sont pas obligés de rester figés suivant une seule direction. Voilà. Alors vous avez différents types. Les physiciens ils appellent ça la polarisation du champ électrique ou du champ magnétique. La polarisation du champ électrique ou du champ magnétique, c'est l'évolution de la direction de E et de B au cours de la propagation. Alors, il y a des cas particuliers qui sont intéressants. C'est le cas de la polarisation rectiligne. Quand l'onde est polarisée rectilignement, ça veut dire que le champ E et le champ B, au cours de la propagation, ils vont rester toujours sur une même direction. Ils vont vibrer, mais toujours sur une même direction au cours de la propagation. Il peut y avoir un autre cas, qui est le cas de la polarisation circulaire. C'est-à-dire qu'au cours de la propagation, si vous regardez le champ E et le champ B, ils vont tourner comme s'ils décrivaient un cercle en tournant, d'accord? Et il y a un autre cas qui est encore un cas simple, c'est une polarisation elliptique, c'est-à-dire que le champ E et le champ B vont décrire une ellipse au cours de la propagation, d'accord? Voilà. Donc là, on va plutôt, quand on vous parle de polarisation qu'on ne précise rien, on vous dit l'onde électromagnétique polarisée de fréquence. Polarisée, ça veut dire généralement que le champ E et le champ B gardent une direction fixe au cours de la propagation. C'est-à-dire que s'il y en a un, voilà, ici j'ai ma direction de propagation, si j'ai mon champ E qui est là au départ, il va rester sur cette direction-là. C'est-à-dire qu'il va vibrer comme ça, il va faire ça, il va passer par 0, devenir négatif, redevenir positif, etc., puisqu'il est lié à une fonction qui est sinusoïdale. Le champ B, c'est pareil, il va être perpendiculaire. Si l'on dépolarise rectilignement, ils vont garder cette même direction. Si l'on dépolarise circulairement, au cours de la propagation, le champ E, hop, il va tourner autour de la direction tout en avançant, hein, puisqu'on a une onde progressive. Voilà, donc ça, c'est différentes choses dont on n'a pas trop le temps de parler. Donc, a priori, ici, on aurait plutôt une polarisation rectiligne. Je vous en dirai un mot un peu plus tard. Alors, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Alors, OEM, onde électromagnétique polarisée de fréquence nue. Alors, souvent, pour les ondes, lorsqu'on fait des ondes dans ce domaine-là, on est plutôt dans les ondes lumineuses. Mu vaut 3, on note la fréquence nue. 310, 12 Hz, ça fait 300 THz, 3, 10, puissance 14 Hz. On n'est pas très loin du domaine des ondes lumineuses. Se propage dans la direction des Y. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que l'onde se propage dans la direction des Y? Ça veut dire que le petit u vaut EY. Qu'est-ce qu'on pourra déduire sur B et E qu'ils ont? Comme c'est l'onde plane, ils ne sont pas le suivant. Ils ont un BY et EY égale à 0. Hein, dans le cours, on avait pris EX, on avait mis suivant X, là on met suivant Y pour changer. Voilà, donc U égale EY, donc EX, EY et BY égale à 0. On vous dit que la longueur d'onde, voilà, on vous dit que la longueur d'onde, lambda, égale 910 nanomètres.
Alors, on est dans quel... ici, on vous demande est-ce que l'onde est détectable à l'œil nu ou pas? Enfin, est-ce qu'on voit l'onde du coup? Est-ce que c'est du visible ou pas du visible? C'est invisible, effectivement, parce que le visible, c'est des fréquences comprises entre 400 à peu près, nano, et voilà, 750 à 800, on est comme à 800, on est bien comme il faut déjà dans l'infrarouge. Hein. Le 800, il est pas. Pour arrondir, on dit 800, mais on est dans l'infrarouge. Donc là, c'est l'UV, ici, et ici, c'est l'IR à l'infrarouge. Donc ici, à 910, on est dans l'infrarouge, hein, lambda égale 910. Donc on est dans l'infrarouge, et donc non détectable par l'œil. Alors, comment déduire la célérité du milieu? Vous avez la fréquence, vous avez la longueur d'onde. Comment est-ce qu'on peut déduire la célérité? Alors, on va l'appeler C ou V, comme vous voulez. On l'appelle plutôt V parce que lorsqu'on fait les ondes lumineuses, on réserve le C à la célérité de la lumière dans le vide. V vaut lambda multiplié par nu. Donc lambda vaut 910 nano. 10-9 multiplié par 310, 12. Et ça fait environ 2,73 10-8 mètres secondes. Voilà, donc vous voyez qu'on est dans un milieu qui est pas... qui est probablement un milieu matériel, qui est ni le vide ni l'air, puisqu'on n'a pas 3,18. Et on peut déduire de ça, on peut déduire l'indice de réfraction. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, indice de réfraction, on s'en sert avec la seconde loi de Descartes. Vous voyez, quand vous faites des rayons diffractés, vous avez dû voir probablement ça en terminale. On a petit n égale C sur V. On fait C sur V, hein, C célérité de la lumière dans le vide, et V célérité dans le milieu. Donc 3,18 divisé par 2,73, 18, on trouve ici environ 1,1. Oui. C'est sur V, sur V, sur V. Ça en fait, faites attention, nu, c'est la fréquence. Nu, la lettre, c'est comme ça. Et ce que j'ai noté, V, la célérité de l'onde dans ce milieu. D'accord? Ça, nu, c'est une lettre grecque pour noter la fréquence. Généralement, quand on travaille avec des ondes lumineuses, dès que les fréquences sont très élevées, on note ça nu plutôt que F. Alors, c'est la célérité dans le vide, c'est les 3,18, c'est. D'accord? C'est pour les distinguer, parce que là, on est dans un milieu matériel, je ne pourrais pas vous dire lequel, parce que l'eau, c'est un 3 et le verre, c'est un 5 à peu près. Il y a une petite erreur?
Alors, on continue. On vous demande de déterminer les fonctions d'onde du champ électrique et du champ magnétique. On vous demande E, R, 2, T. Alors, bien sûr, R, c'est le vecteur position. Hein. R égale OM. Et OM a pour coordonnées X, Y, Z. C'est la position, c'est l'endroit auquel vous désirez connaître le champ électrique. Alors, dites-moi quelle va être la forme de E. Alors, on a une onde plane électromagnétique sinusoïdale monochromatique, puisqu'on travaille à une fréquence unique, lambda. Alors, on a... Selon Y, c'est 0, donc ici, on a 0. Alors, selon X, vous allez avoir un EX0. Ensuite, comme l'onde est sinusoïdale, du cos oméga t moins K scalaire ER, plus une phase éventuelle. Et puis pour la coordonnée suivante Z, en EZ0, donc un cos oméga t moins KR. Alors plus une phase, vous allez voir que la phase c'est la même, je vais vous expliquer pourquoi. Alors que vaut le K scalaire ER du coup? Comme le K, vous voyez le K vaut K multiplié par U, et ici la direction de propagation c'est EY, donc K vaut K fois EY. Donc que vaut K scalaire ER? Ça vaut KY, hein, donc K scalaire R égale K fois Y. Donc je vais remplacer par un KY. Voilà, donc là je vais mettre KY, si voilà, vous n'avez qu'à noter comme ça. Je vais effacer, donc je vous laisse peut-être. Il contraste, je regarde le truc, il contraste bien par rapport à celui qu'on avait ce matin, là, de rétrosopher un noir qui ressemble à du noir, quoi. Tiens, le noir, il est plutôt gros. Ouais. Pourquoi ici R c'est Y? Alors, c'est pas R qui vaut Y. R, il a pour coordonnées, c'est le vecteur position, il a pour coordonnées X, Y, Z. Mais si vous faites scalaire K, K par contre a une coordonnée simplement suivant Y. Donc pour le vecteur K, vous avez 0 selon X, K selon Y, et puis ensuite, voilà, 0 suivant Z. Et le produit scalaire vaut K fois Y. Alors, donc là, vous voyez, je vais effacer, je vais mettre KY, je ne vais pas le réécrire, hein, moins KY, et ici, moins KY. Voilà. Alors, la phase à l'origine, on vous dit qu'elle vaut pi sur 4. C'est la phase lorsque t est égal à 0. Lorsque y égale 0, elle vaut pi sur 4. Alors, pourquoi c'est la même des deux côtés? Vous voyez, pourquoi on va mettre pi sur 4 ici pour EX et pi sur 4 pour EZ? Parce que justement, je vous ai dit que l'onde, quand on dit qu'elle est polarisée, elle est polarisée rectilignement. Regardez, si je fais que vaut EX, s'il vous plaît, que vaut X sur EZ. Du coup, si j'ai pi sur 4 des deux côtés, enfin pour la coordonnée suivant X et la coordonnée suivant Y, si je fais EX sur EZ, je trouve quoi? Voilà, EX0 sur EZ0, qui est une constante. C'est-à-dire que vous avez EX ou EZ, si vous préférez,
il vaut une constante K multipliée par EX. Qu'est-ce que ça signifie? Si vous regardez vous regardez face à la direction de, vous pouvez vous imaginer ça, vous mettez face à la direction Y et vous avez du coup vous regardez le plan X, OZ, vous regardez le champ E et le champ B qui arrivent vers vous. Qu'est-ce qui se passe? Si le EZ vaut toujours KEX, qu'est-ce qui va se passer? Eh non, si le EZ vaut KEX, c'est quoi? C'est une droite, hein, ça reste sur une droite, d'accord? Ça reste sur une droite, puisque vous avez quelque chose qui est constant. C'est comme si vous aviez, en maths, Y égale AX, d'accord, avec le A constant. Ça, ce serait le K, ce serait le coefficient de la droite, ici. Donc, ça veut dire que si vous regardez face à vous, vous voyez, vous allez toujours avoir ça. Si vous prenez le plan... Alors, regardez, si vous avez... Ici, regardez, ici, vous avez, face à vous, vous avez la direction de propagation. Vous avez le Y. Alors, on doit avoir un trièdre direct quand même, donc il faut que j'essaie de faire un trièdre direct. Donc, X, le Z ici. Donc là, vous avez X et vous avez EZ. Donc, si vous avez EZ égale KX, ça signifie que vous allez avoir, vous voyez, votre vecteur. Vous allez avoir votre vecteur qui va rester sur cette droite. Vous voyez, cette droite qui a une pente qui est égale à 1 sur K. On va rester toujours les points comme ils sont liés l'un à l'autre. Vous voyez, ils restent avec le même coefficient directeur. On est sur cette droite-là. C'est-à-dire que votre vecteur, vous voyez, il va osciller ici. Il va rester sur cette droite. On dit qu'il est du coup polarisé. Donc ça, si c'est le champ E ici. Il est polarisé rectilignement. Et puis ça va être pareil pour le champ B. Il va être perpendiculaire à E. Hein, le champ B, vous allez l'avoir ici. Perpendiculaire à E. Voilà, il va être polarisé aussi rectilignement. C'est-à-dire que voilà, il va vibrer sur une direction comme ça. Donc vous voyez, tout ça, ça va venir vers vous. Ça va osciller, vous voyez, donc sur une direction. Fixe, la direction en rouge, et puis la direction en bleu perpendiculaire à celle en rouge. On dit qu'on a une polarisation rectiligne. La polarisation, généralement, est quelconque, c'est-à-dire que les vecteurs, ils tournent un peu n'importe quoi, ils sont perpendiculaires l'un à l'autre, mais ils tournent un peu n'importe comment les uns par rapport aux autres, enfin, ils tournent ensemble, E et B, puisqu'ils sont orthogonaux entre eux, ils sont orthogonaux à N, mais ils tournent autour de la direction de polarisation. Pas forcément en décrivant une figure géométrique simple. La polarisation peut être à peu près quelconque. Vous voyez, si vous aviez eu, d'abord ça, si vous aviez eu, par exemple, une phase ici égale à 0, là, si j'avais eu ça, 0 ici, je dis, c'est un exemple, un cas particulier, et si vous aviez eu pi sur 2, vous auriez eu quoi comme polarisation? Vous avez du coup, vous auriez eu un EX0, alors je pourrais l'écrire, ça je vais l'effacer. Voilà, vous auriez eu un EX0 cos oméga t moins KY. Voilà, et ensuite EZ0 sin oméga t. Alors, pas tout à fait un sin, ce sera moins sin d'ailleurs. Sin oméga t moins KY. On aurait quoi comme polarisation ici? Oui?
rapport à... Bon, alors, dites-moi d'abord ma polarisation et puis après, je vous... donc là, vous aurez le EX égal à ça et le EZ, et après, voilà, et le Y égal à 0. Et regardez la polarisation ici. Regardez si je fais EX sur EX0 au carré plus EZ sur EZ0 au carré, ça me donne quoi? Cos carré plus sin carré, ça me donne 1. Et ça, c'est quoi? C'est l'équation d'une ellipse, alors de petit axe x0 et de grand axe z0. Hein, vous voyez? Donc, voilà. Donc, vous avez, ici, vous aurez une polarisation elliptique, si vous aviez eu ça. Mais ce sont des cas particuliers. La lumière visible, voilà, celle qui nous éclaire tous les jours, elle est non polarisée, d'accord? Et quelquefois, on utilise des polarisateurs pour donner une direction bien rectiligne à la lumière. Sinon, elle va tourner un peu dans tous les sens, de façon, vous voyez, sans décrire forcément une figure géométrique. Et souvent, elle éblouit, alors que la lumière polarisée, elle ne va pas éblouir. C'est pour ça que vous avez des verres de lunettes polarisées. Ça permet la lumière qui arrive sur vos yeux. Et là, un champ E et un champ B qui ont une direction bien fixe. Et ça éblouit moins que si vous avez un champ E et un champ B qui tournent en fait autour de la direction de propagation. Voilà. Donc en tout cas, nous, on n'est pas dans ce cas-là. On est dans le cas, voilà, j'ai fait une polarisation rectiligne, pi sur 4 et pi sur 4. Voilà. Donc ça, c'est un cas, si vous voulez, ça c'est un autre cas possible, particulier. Ouais, je ne sais pas, il y avait une question. Du coup, la droite bleue, c'est la direction du champ B, c'est ça? Oui, perpendiculaire du coup à la direction du champ. Voilà, alors très rapidement, là, il faudrait se dépêcher un peu parce que l'heure tourne. Alors, on peut calculer, alors on sait que le E0, 0, initial, on a les coordonnées, donc EX0 cos pi sur 4, voilà, et ça, on vous dit dans l'énoncé que ça vaut 4. Ici, vous avez 0. Et suivant EZ, avoir du EZ0, cos pi sur 4 égale à 3. Alors, ça vous permet de calculer EX0 et EY0. Donc EX0 égale 4 fois 2 sur racine de 2. Donc ça vous fait du 4. Mince. Ça vous fait du 4 racine de 2. Et pour le EZ0, là, ça vous fait du 3 fois 2 racine de 2, et donc du 3 racine de 2. Voilà, et du coup, le E, a pour coordonnées donc 4 racine de 2 cos oméga t moins ky plus pi sur 4. 0 ici, et puis 3 racine de 2 cos oméga t moins ky plus pi sur 4. Ensuite, si vous voulez faire complètement l'application numérique, vous pouvez aussi calculer oméga, la pulsation, et le vecteur d'onde, k. Donc la pulsation oméga, vaut 2pi fois nu fois la fréquence. Oui, nu, c'est la fréquence. Voilà, si je fais l'application numérique, donc 2pi multiplié par 310,12. 310,12, ça vous fait 6pi 10 puissance 14 radians par seconde pour le oméga. Et k égale le module de k, 2pi sur lambda. Donc 2pi sur 910 10 moins 9. Là, si vous faites l'application numérique, vous trouvez
6,9 10,6 radians par mètre. Donc, si vous voulez remplacer, avoir que des valeurs numériques, vous pouvez remplacer. Voilà. Voilà, on a déterminé E. Là, donc on a le X0, Z0. Alors, on veut déduire B. Comment on peut déduire B des calculs qu'on vient de faire? Avec la relation de structure de l'onde plane. Hein, vous avez donc c'est les formules qu'on a vues. Il suffit de les appliquer, c'est tout bête. Vous voyez donc on a une OM plane. Donc on a B. On a vu ça à l'instant. B égale. Soit on fait U vectoriel E et on divise par la célérité, ou soit on fait B égale K, comme elle est sinusoïdale, on peut utiliser le vecteur d'onde K, et on divise par oméga, on peut faire l'un ou l'autre. Alors faites attention ici, hein, le petit c vaut V, hein, c'est pas la célérité de la lumière dans le vide. On est dans le milieu. Donc voilà, je fais par exemple avec la première. Donc ici, petit c vaut V et vous avez U qui vaut EY. Voilà, donc là, il suffit de faire le produit vectoriel. B égale alors le vecteur unitaire 0, 1, 0. Vectoriel EX du coup divisé par V, 0, EZ divisé par V. Voilà, et donc B. Alors, vous voyez, suivant EX, j'ai du EZ sur V. Alors, EZ sur V, je remplace, hein, j'ai du 3 racine de 2 divisé par V, donc 2, 73, 10 puissance 8 cos oméga t moins ky plus pi sur 4. Suivant y, qu'est-ce que je dois trouver normalement suivant y? 0 à nouveau, puisque B est perpendiculaire à EY. Voilà, donc là j'ai du 0. Et puis suivant Z, moins EX moins EX divisé par V. Donc moins 4 racine de 2 sur 2, 73, 18 cos oméga t moins ky plus pi sur 4. Ouais. Comment? À la place de non, puisque ici, pour avoir cette coordonnée-là, je barre ça, je fais le petit déterminant. Donc ça me fait 0 moins 2x sur v. Non? Ouais, ça, vous avez dû voir ça
Quand vous faites des torseurs, là, vous faites plein de produits vectoriels, non? Vous le faites toujours en coordonnées, le produit vectoriel. C'est ça, avec les torseurs, vous ne le faites jamais en faisant le produit des normes multiplié par le sinus de l'angle, tout ça, non, vous le faites avec des coordonnées. Ouais. Ouais. Vous faites comme je fais, vous barrez les lignes et puis vous faites de petits déterminants. Ouais. Alors, donc si je fais l'application numérique, j'ai donc B. Alors si je fais 3 racine de 2 divisé par 213, 10 moins 8, je trouve ici 1,55 10 moins 8 multiplié par cos oméga t moins ky plus pi sur 4. Ici j'ai 0. Et là, j'ai eu moins 2, 0,7, 10, moins 8, cos oméga t, moins ky, plus pi sur 4. Si vous voulez remplacer oméga par... vous pouvez remplacer le oméga par 6 pi 10 puissance 14, et puis le k par... je ne sais plus ce qu'on avait trouvé pour le k. Voilà, on avait dû trouver 6,9, voilà, 10,6. Voilà, comme ça, vous faites votre application numérique complète. Voilà, d'accord. Donc, vous voyez, c'est extrêmement simple. C'est juste une application de ce qui a été vu en cours. Hop. Si vous voulez noter. Plus propre que le tableau, je trouve, hein, non? Est-ce que le tableau rapidement, ouais, c'est pas... Moi, j'aime bien la tablette. Je trouve que c'est sympa, je suis habitué pendant le confinement. Ce qui est pénible, c'est de rester assis tout le temps. On s'endort, en fait, quand on est assis. Quand on est debout, on s'endort. Parce que vraiment, il y a des écoles avec des belles télés. C'est pas mal aussi. Plutôt que le... Là, celui-là, il est vraiment bien. Bon, par rapport à... Ouais. Mais ça, c'est la salle top, non? Avec le matos qui va bien. Ouais. Bon, ça vaut 10 000 balles, non? Un truc comme ça, non? Ouais. Ouais. Alors, il y a un appareil de détection d'un expérimentateur. Alors, un appareil, ça ne vous fait pas une photographie comme ça, c'est bon, ça c'est un peu... voilà, ça ne fait pas une photographie de E et de B, ça peut détecter qu'une intensité, parce que là, ça vibre tellement vite qu'il n'y a pas un appareil qui peut capter une fréquence à 3 10 puissance 14 Hz. Donc là, il peut faire que des valeurs moyennes, donc c'est une intensité normalement qui mesure. Mais bon, en supposant que vous ayez un appareil qui peut mesurer et qui vous fasse une mesure instantanée, instantanée à un point de l'espace de E, donc en coordonnées, hein, moins 8, 0, 3. Et puis B, 3, 0, 4, bien sûr, 10, moins 8 en Tesla, E en volts par mètre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que l'appareil qui fait ça, est-ce qu'on peut déduire un truc sur son réglage? Est-ce qu'il est bien réglé? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible d'obtenir ce genre de résultat? Alors, est-ce qu'on peut vérifier tout de suite? Très simple à vérifier. Pour voir que l'appareil donne un bon ou un mauvais résultat, la première chose qu'on peut faire, c'est... Pour le B, il y a 2 valeurs positives. Comment? Pour le B, il y a 2 valeurs positives. Ah non, ça c'est normal que vous ayez de valeurs positives pour le B, parce que vous allez voir qu'est-ce qu'ils ont de particulier. E et B, normalement, quand l'on déplane, ça fait partie des propriétés. Ils sont perpendiculaires l'un à l'autre. Donc il suffit de faire quoi pour vérifier que c'est bon ou pas bon déjà? On peut faire le produit scalaire, vous voyez, E scalaire B. Voilà, et si je fais E scalaire B, moins 8 fois 3, 10 moins 8, et plus 3 fois
4, 10 moins 8. Et manifestement, c'est pas égal à 0. Donc, donc l'appareil est mal réglé. Alors, on vous dit, on répare l'appareil, on le règle, on apporte quelques modifications, on le règle, et on fait une nouvelle mesure au même point de l'espace, au même instant, en tout cas, bon, à peu près. Et on trouve donc moins 8, 0, 6. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut essayer de refaire le produit scalaire. Alors, si je refais le produit scalaire, j'ai du moins 8 fois 3, 10, moins 8. Et ensuite, plus 6 fois 4. Alors, c'est du 10 moins 9, je pense. C'est pas du 10 moins 8. Voilà, moins 24 plus 24, ça fait 0. Donc, a priori, on peut se dire déjà, il repère bien que le champ E et le champ B sont perpendiculaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait vérifier d'autre? Qu'est-ce qu'on sait? Oui. Si on utilise le fait que E de x doit être égal à 8 et E de z doit être égal à 6, donc, après simplification des EX0 et des EZ0. Vous voudriez faire quoi? Le rapport, c'est ça? Pas exactement. En fait, a priori, comme il vibre, a priori, voilà, vous pourriez faire le rapport également, voir si en faisant le BX sur BZ, vous retrouvez la même chose en fait, puisque ça a été pris au même instant et sur le même point de l'espace, sur le même Y. Donc on pourrait faire ça et voir si ça correspond. On peut aussi se dire que quoi? On a vu comme propriété que la norme de E est égale à C multiplié par la norme de B. D'accord? Alors C ici, faites attention, le CCV ici. Hein, parce que, alors si je fais ce calcul, voilà, je fais norme de B. Norme de B. Racine, alors, vous voyez, ça vous fait du 3 au carré plus 4 au carré multiplié par 10 moins 9. Donc 3 au carré plus 4 au carré, ça fait combien, du 9 plus du 25. Donc ça vous fait 5, 10 moins 9 Tesla pour la norme. Voilà, et ensuite je peux peut-être faire E, norme de E divisé par C. Alors, le norme de E, racine de 8 au carré plus 6 au carré. Et je divise en fait C, c'est V, hein, c'est la vitesse. Donc je divise par 2, 73, 10 puissance 8. Donc 64 plus 36, 100. Racine, ça vaut 10. Donc 10 divisé par 2, 73, 18. Et je trouve du 3,7, 10 moins 9. Et vous voyez, c'est différent de la norme de B. Donc l'appareil est toujours mal réglé. Voilà. C'est même 10-8 ici, c'est pas 10-9, c'est là, c'est du 10-8, je vois mon application numérique. Voilà. Ouais, je pense qu'en faisant le rapport E sur B, vous devez, si vous faites EX sur BX et EZ sur BZ, vous ne devez pas trouver le même rapport qu'entre les champs qu'on a trouvés précédemment. Donc voilà, puisque c'est pris à la même date et sur le même point de l'espace. Donc c'est le même Y et le même T pour le E et le B.
Voilà, donc j'ai terminé. Alors, il y aurait l'exercice 2 qu'on n'a pas le temps de faire cette année parce que, voilà, comme on a été un peu confiné, on avance malgré tout moins vite. Moi, j'ai voulu écrire pour pas vous submerger de calculs comme ça que je vous balance. Je voulais écrire à la même vitesse que vous. Donc, bon, on avance un petit peu moins vite. Donc, cet exercice-là, je vais essayer de le mettre sur Open School. Je vais vérifier s'il n'y est pas déjà. L'exercice qui reste, donc je vous invite à le faire pour vous rentraîner un petit peu avec les ondes électromagnétiques, parce qu'on n'aura pas fait grand-chose. Moi, ce que je peux vous, voilà, si ça vous intéresse, allez voir des bouquins de PT ou de PC, essayez d'en faire un petit peu plus sous les ondes électromagnétiques, parce que c'est pas suffisant. Vous voyez, pour un ingénieur, voilà, une séance et demie où on a parlé d'équations de Maxwell, c'est pas beaucoup. Si vous pouviez en faire un peu plus pour votre culture et perso, bien sûr, je n'irai pas à l'examen, on n'ira pas vous interroger sur des choses que vous n'avez pas vues dans le cours, mais pour vous, ça peut être intéressant d'en connaître un peu plus. Voilà. Donc là, c'est terminé pour le cours d'onde. Par contre, on se retrouve pour le cours d'électricité appliquée. Il reste encore plusieurs séances. Hein. Je vous écoute. Juste. Merci, au revoir.